Bien, bonjour à tous. Allez-y, installez-vous. Merci à tous d'être là. Bienvenue pour ce deuxième jour à Secours Expo et bienvenue pour cette première conférence de la matinée dans cette jolie salle 2. Je m'appelle Loïc Landreau, je suis journaliste et je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence avec deux intervenants de choix ce matin que je vais vous présenter dans quelques minutes. Nous allons parler ce matin de la formation au grand public et c'est une matinée donc, qui va durer jusqu'à 12h30 et qui va se diviser en trois parties. De 9h30 à 10h30, nous évoquerons les évolutions techniques de la formation grand public avec donc, ces deux interventions. De 10h30 à 11h15, nous parlerons des initiatives qui ont été menées pour sensibiliser le public à la formation au secourisme et les progrès qui ont déjà été faits. Et de... Je la laisse parler. C'est pas nous. Et donc de 11h15 à 12h30, nous verrons si la pédagogie suffit à sensibiliser le grand public à ces questions ou s'il faut aller plus loin, s'il faut être un peu plus dur dans cette pédagogie. Donc on verra ça avec nos invités de tout à l'heure. On commence donc avec deux intervenants de choix. Le docteur Jacques Ascoët, qui a été responsable de la formation au secours à victimes à la BSPP, qui est membre de la commission scientifique de l'Observatoire national du secourisme et administrateur de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme. Bonjour. Bonjour et surtout merci d'être là puisque vous avez remplacé un peu au pied levé le général René Noto qui devait être parmi nous ce matin et qui malheureusement a eu un empêchement. C'est celui qui figure dans vos programmes mais on vous l'a remplacé par quand même une sommité. Donc on est très heureux de vous avoir avec nous. Et donc vous allez nous parler des formations au secourisme d'hier à aujourd'hui. Vous allez nous faire un petit historique. Et nous avons également le docteur Pascal Cassan, médecin urgentiste, conseiller auprès de la Croix-Rouge française et membre du Conseil européen de réanimation. Bonjour et merci d'être là. Vous allez nous parler des recommandations scientifiques internationales 2015 et ce que ça change pour le grand public. On terminera bien sûr cette première partie vers 10h20, 10h25 avec un échange avec vous. Donc si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des commentaires, surtout vous n'hésitez pas, vous levez la main et on vous amènera un petit micro. On commence donc avec le docteur Jacques Ascoët qui va nous parler d'un historique des formations du secourisme d'hier à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, j'ai le redoublable privilège de remplacer le général Noto. On ne remplace pas le général Noto, on supplée au général Noto. Et donc il m'a demandé un petit peu au pied levé, parce qu'il a eu des ennuis, de vous faire un petit peu l'historique du secourisme à travers les âges. Donc je vais essayer d'être synthétique là-dessus. Je sais que ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais enfin, Pascal Cassan, après, vous ne vous inquiétez pas, va vous mobiliser sur les apports 2015 du secourisme. Alors, le secourisme à travers les âges, ça commence avec la Bible. Et on retrouve dans la Bible une notion d'un père qui a sauvé son enfant par un bouche à bouche. Donc ça remonte très loin. On a pensé à insuffler un bébé déjà longtemps, il y a longtemps. Alors on va s'apercevoir que le secourisme, en fait, ça va s'adresser jusqu'au XVIIIe siècle pour les noyés et pour les enfants qui naissent en état de mort apparente. Le reste, ça n'intéresse personne. Par contre, sur les champs de bataille, on va avoir de la chirurgie de guerre. Celle-là va progresser au fur et à mesure des âges. Mais le secourisme, lui, non. Jusqu'au XVIIIe siècle, non. Alors, au Xe siècle, déjà, on va avoir, au cours des croisades successives, des ordres de chevaliers et des moines qui vont apparaître et qui vont commencer à porter secours et créer des hôpitaux. Et donc, c'est le premier à être né, parce que je parle aussi de certaines associations, je ne peux pas les nommer toutes, mais l'Ordre de Malte est né au Xe siècle, et vous savez très bien qu'il existe toujours, puisqu'ils font du secours à victimes sur la voie publique et s'occupent d'œuvres multiples. Là, comme je vous le disais, l'intervention des barbiers et des chirurgiens sur les champs de bataille, c'est fait pour remettre des combattants au combat, mais certainement pas pour faire du secourisme. Alors on apprend avec effectivement Ambroise Paré, on apprend à faire des sutures artérielles, on arrive à sauver des jambes, on arrive à sauver des gens, mais ça n'est pas du secourisme, c'est de la chirurgie de guerre. Il faut attendre au XVIIIe siècle, alors là c'est une petite chose assez amusante, pour entendre pour la première fois le mot secouriste. Mais alors pas du tout dans la connotation à laquelle vous pouvez vous attendre.
En 1727, il y a un diacre qui meurt et qui est un type qui a fait beaucoup de choses autour de lui et qui va se faire enterrer à Saint-Médard dans le cimetière des pauvres. Et là, la nuit, il va se passer des choses étranges. Il y a des jeunes gens qui, du plat de l'épée, vont battre des femmes volontaires qui viennent se faire fouetter et qui viennent se faire battre sur la tombe. Pardon, pour revenir en arrière, enfin c'est pas grave. Qui viennent se faire battre sur cette tombe et on les appellera les secouristes. Donc c'est la première fois qu'on entend le mot secourisme. Ce sont des flagellateurs, en fait, de jeunes femmes avides de sensations fortes. Au XVIIIe siècle, alors, là j'ai un problème. Je suis planté. Le professeur Raed Arafat, secrétaire d'État aux urgences, le docteur Sorana Coutin, responsable de l'enseignement en médecine d'urgence pour Guillermo. Comment? Le docteur Pascal Siglal, responsable de la transmission vidéo du sauveteur à la régulation. Alors, au XVIIIe siècle, donc le secourisme va commencer à se développer. On va voir réapparaître des notions de bouche à bouche. Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, le secourisme, pendant des siècles et jusqu'au 19e, voire même début du 20e siècle, ne concerne que les nouveau-nés en état de mort apparente et les noyés. On ne s'occupe pas du reste. Allez-y, continuez. Voilà, c'est bon. C'est bon. J'en suis. Donc, on va voir apparaître le bouche à bouche pour les nouveau-nés et des recommandations diverses pour le sauvetage des noyés. Aux Pays-Bas, en France, en Angleterre, on crée des sociétés de secours aux noyés. Et vous allez voir comment on réanimait les noyés, c'est quand même assez étonnant. Des méthodes assez brutales, la suspension par les pieds au moyen d'une corde associée à des compressions rythmées du thorax. Le tonneau, on mettait un type à la ventre sur un tonneau et on basculait le tonneau d'avant en arrière, ce qui provoquait une compression et une décompression au niveau thoracique, et donc on le faisait respirer comme ça. Et enfin, on mettait un type à plat ventre sur un cheval qu'on lançait au trot, et le trot du cheval provoquait des compressions rythmées. Donc c'était des façons de réanimer les noyés. Et alors celle-ci, qui est beaucoup plus étonnante et qui va faire le tour de l'Europe, ce sont les fumigations rectales. Alors les fumigations rectales, c'est ça. Donc il y avait des boîtes avec du tabac, une canule, de quoi allumer le tabac et insuffler dans le rectum des patients du tabac. Alors, on avait à l'époque l'idée que ce tabac, cette insufflation, allait arriver jusqu'au poumon. En fait, c'est pas si bête que ça, parce que les gens qu'on sortait n'étaient pas forcément en état de mort apparente, et la nicotine qu'on leur injectait dans le rectum finissait par passer dans le sang. Avec les compressions, on avait quand même une petite action, ou avec le cœur qui continuait à battre un petit peu, on avait quand même une action nicotinique, si j'ose dire, à l'intérieur des victimes. Donc sans le savoir, il faisait un petit peu de médecine quand même. Et ces boîtes de fumigation vont donc associées à des massages et à des frictions. Donc vous voyez, c'est pas une blague, parce que c'était dans les bouquins de physique de l'époque, c'était pas du tout empirique. Elles vont apparaître partout où il y a des fleuves, dans les grandes villes où il y a des fleuves, et en particulier à Paris. Donc en 1740, Réaumur écrit un avis au peuple pour donner des secours aux noyés. Et surtout, Philippe Piat, qui était un pharmacien à l'époque, qui va finir échevin à Paris, va créer des postes de secours tout le long de la Seine, avec ces fameuses boîtes de fumigation, et surtout des techniques de sortie des noyés le plus rapidement possible de la Seine, et puis des techniques de massage, etc. Donc il va véritablement créer les premiers postes de secours. Alors on dit qu'en 1975, 41 personnes sont repêchées, 35 sont réanimées et sauvées. Je ne suis pas certain qu'elles étaient toutes en état de mort apparente. Et en 190 villes de France, en 90, sont équipées de ces coffrets de premiers secours. Au 19e siècle maintenant, on va voir apparaître toute une série d'appareils qui sont, encore une fois, destinés au sauvetage des noyés et des nouveau-nés en état de mort apparente. Et on commence à s'intéresser aussi aux gaz un peu bizarres, et surtout ceux qu'on trouve dans les fosses à purin quand on va les curer, qu'on appelle à cette époque-là des gaz méphitiques. Donc on élargit un petit peu, les instructeurs et les moniteurs n'ont pas pris le virage. J'en ai connu beaucoup qui ont lâché l'affaire parce qu'ils ne comprenaient pas la nouvelle façon d'enseigner. Donc vous avez tous connu ce petit livret bleu, donc l'enseignement avec support de fiches techniques modulaires, peu de théorie, beaucoup de démonstrations, évaluation sur des cas concrets. De la même façon, le certificat de formation au premier secours en équipe, le CFA-PSE, destiné aux professionnels
du secours et aux associatifs, formation de 48 heures, formation en équipe simplifiée, fiches techniques modulaires. Vous avez aussi connu toutes ces fiches et une évaluation certificative. Donc vous avez connu toutes ces fiches CFA-PSE. L'évaluation était d'ailleurs très dure. On éliminait des types pour des raisons qui étaient parfois extrêmement limites. Je me souviens des moniteurs quasiment, ou de l'examinateur quasiment à plat ventre pour vérifier que le pont ne faisait pas ça. On était très très dur. 92, apparition sur le terrain des premiers cardiopompes. Alors les cardiopompes, ça a toujours été... on ne sait pas trop si ça marche ça vraiment, si ça ne marche pas. Les études ont été faites là-dessus, je pense. Je crois que c'est laissé à l'appréciation de chacun l'utilisation de ne pas l'utiliser. En 92 également, les premières expérimentations sur 3 villes françaises, Lille, Paris et Lyon, de la défibrillation semi-automatique par les professionnels. Alors il faut savoir que l'utilisation du DSA, ça a été un combat gigantesque. Les médecins ne voulaient pas lâcher ce bébé, c'était leur bébé et un secouriste ne devait pas défibriller. Donc ça a été un combat qui a duré plusieurs années. Et en 93, on crée la Commission nationale du secourisme qui doit régenter tout ce qui se rapporte au secourisme. Enfin, on va essayer de faire quelque chose vraiment sur le plan national par des experts, par des gens qui sont spécialisés et qui deviendra l'Observatoire national du secourisme en 97. Il regroupe donc cet observatoire les représentants de plusieurs ministères et des différentes associations de secourisme. Donc il y a 3 commissions, enfin je ne vais pas vous les détailler, mais la scientifique, la pédagogique et l'emploi. C'est jusqu'à ces dernières années, ça fonctionnait comme ça. En 93, on crée le certificat de formation au premier secours routier. Donc on donne les premières informations, comment désincarcérer, comment s'occuper d'une victime affalée sur un volant, etc., etc. On essaye de réglementer tout ça. En 98, enfin, les secouristes titulaires du CFA-PSE peuvent utiliser les DSA, pas encore le grand public. En 2000, la réforme de 92 n'ayant pas été atteinte, on modifie la FPS et on fait une réforme de plus. Donc on va leur donner une Bible, le guide national de référence, et tous les instructeurs qui sont ici savent qu'on ne dérogeait pas d'une virgule au guide national de référence, c'était la Bible. En 2000, les premières recommandations internationales de l'ILCOR, et Pascal va vous en parler tout à l'heure, je ne m'étends pas sur le sujet, donc qui réunit les spécialistes mondiaux tous les 5 ans pour faire le point sur les améliorations des gestes de secourisme, et il va vous en parler longuement. Donc les gestes sont classés, les recommandations internationales sont publiées. Maintenant, le secourisme se normalise au niveau du monde entier sur des preuves, il vous en parlera. Oui, j'ai fini là. Donc en 2002, début de la réforme du CFA-PSE, c'est insuffisant pour les professionnels, on transforme en PSE1, PSE2. Ça, vous l'avez connu. 2005 maintenant, l'ERC est créé et on acte en France les dernières recommandations de l'ILCOR. C'est la première fois où on va acter les recommandations de l'ILCOR. C'est l'Observatoire les intègre dans le PSE1, PSE2. L'ILCOR, c'est tous les 5 ans. En 2007, l'AFPS devient le PSC1. Il intègre les recommandations de l'ERC, je vous l'ai dit. Et le grand public, enfin, à l'autorisation d'utiliser le défibrillateur. Sortie des textes officiels, je passe rapidement, puisqu'on est en retard. Sortie et mise en application en 2007 des DPS, avec un référentiel national d'utilisation du dispositif prévisionnel de secours, ce qui permet aux organisateurs d'avoir un livre de référence pour savoir combien de secouristes doivent être mis en place suivant les manifestations. En 2010, nouvelles recommandations de l'ILCOR, elles sont actées par l'ERC et reprises par l'ONS. 2010, vous venez de les avoir. Il a fallu 5 ans pour sortir ça. Or, en 2014, donc, nouvelle réforme dans l'enseignement du secourisme, les gestes édictés par l'ONS restent la loi, donc encore une réforme, vous le savez. La manière de les enseigner dépend de chaque association agréée par la DGSGC. On a augmenté encore les lettres de la sécurité civile. Et enfin, pour terminer, en 2015, et Pascal va vous en parler maintenant, vont arriver les nouvelles recommandations de l'ILCOR alors que vous venez d'intégrer celles de 2010. Je vous remercie de votre attention. Un petit peu rapide. Merci beaucoup, Jacques Asquette, pour cette présentation vraiment très intéressante de voir que c'est si ancien tout ça finalement. Il y a encore quelques places si vous voulez vous asseoir plutôt que d'être debout. Il y a quelques places là devant. Profitez-en.
On va prendre quelques minutes, on est effectivement un peu en retard, donc je presse un peu nos intervenants, mais c'est pour vous donner la parole un petit peu plus tard et pour qu'on puisse échanger sur quelques questions. On va donc passer tout de suite avec le docteur Pascal Cassan sur les recommandations scientifiques internationales 2015 et ce que ça change pour le grand public. Bonjour à tous. Comme le disait Jacques Asquette, le secourisme, ça remonte à de nombreuses années. Et c'est vrai que là, je vais vous parler des recommandations internationales scientifiques qui, comme vous l'avez vu, eh bien, nous, franchouillards, nous avons mis un certain temps à admettre que l'expérience française n'était pas forcément l'expérience scientifique de référence et qu'il fallait travailler avec les autres. L'objet de ma présentation ce matin est surtout de vous faire comprendre, vous tous qui êtes acteurs dans le domaine du secourisme, que même si vous avez une expérience personnelle et qui est importante pour certains d'entre vous, on ne peut pas baser sa pratique sur son expérience. On doit profiter de tous ceux qui y travaillent et c'est pour ça que si parfois on vous dit de faire des choses qui pourtant pour vous eh bien, ne sont pas celles que vous pensez, c'est parce qu'il y a eu derrière un processus qui a réfléchi en la matière. Alors, je vais vous proposer de vous dire comment, par qui d'abord sont faites ces recommandations, comment elles sont faites, ça va être une partie de ma présentation, et puis enfin, vers quelles orientations nous allons dans les années futures. Alors, en la matière, d'abord, par qui ? Eh bien, c'est un grand conseil, effectivement, le Comité international de réanimation, qui se réunit, non pas tous les 5 ans, parce que c'est un continuum en matière de révision de la science, et si effectivement, hélas, la France met 4 ans à faire paraître des recommandations, eh bien, lui, le continuum de la science, il a commencé en 2012 à réviser ce que nous allons présenter au mois d'octobre en 2015. Donc il faut penser que c'est un continuum qui se fait très naturellement parce que tout évolue. Tout évolue, il n'y a pas brutalement une technique qui change sans avoir réfléchi en la matière. Comme vous voyez, ce sont des organismes très anglo-saxons autour de la table. Mais ça n'empêche que, on arrive à être quelques Français là-bas qui essayons de faire passer notre savoir-faire et puis essayer de baragouiner un peu l'anglais de façon à leur faire comprendre qu'il n'y a pas que les anglo-saxons qui ont la vérité. Alors la révision de la science, ça se fait d'une manière très, très claire, c'est qu'elle se fait effectivement sur la réanimation, sur les premiers secours, sur les urgences cardiovasculaires. Il y a une publication du consensus de la science, et puis il y a des recommandations qui se font dans chaque région du globe, l'Europe, l'Océanie, les États-Unis, et puis ensuite, on encourage à la parution des recommandations qui sont communes à tout le monde, de façon à ce que, on parte tous sur une base commune. Alors comment ça se passe en France ? C'est en fait, il y aura par exemple, pour vous donner l'exemple de ce que nous allons vivre, le 15 octobre, parution de recommandations américaines et européennes, issues du consensus de la science, et ensuite la parution de consensus qui seront internationaux, c'est le cas de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et puis au niveau de la France, des recommandations formulées d'experts qui seront applicables à la France et qui seront reprises par les sous-commissions en charge du secourisme. On ne sait pas encore comment ça s'appellera dans le futur, mais ça n'a pas grande importance dans le sens où effectivement, il est important de se dire que c'est simplement une déclinaison des recommandations internationales. Comment tout cela s'effectue ? Alors là, c'est un petit peu complexe, mais je voulais vous faire passer cette idée. C'est que si ça change, ce n'est pas seulement parce que le docteur Asquette a décidé, avec une bande de copains, de vous embêter et de faire en sorte que vous avez à changer le geste technique à enseigner auprès du grand public. Non, c'est parce qu'il y a un certain nombre de gens qui se réunissent, et ce sont des groupes de travail de l'ILCOR qui formulent d'abord des questions, qui ensuite, des experts vont être sélectionnés pour que, au niveau mondial, on réfléchisse sur la question, sur chacune des questions. Ensuite, il y a des groupes de travail qui débattent, et vous savez, 2 docteurs, c'est déjà 3 avis. Je sais bien que 2 secouristes, c'est déjà 4 avis. Alors, vous imaginez bien, effectivement, qu'au terme de toutes ces discussions, on arrive peut-être parfois, mais le plus souvent, fort heureusement, à des consensus. Ensuite, il y a un comité d'édition éditoriale, et puis
des relectures qui se refont, qui se font par des pairs, de façon à ce que, eh bien, on voit si ceux qui ont réfléchi, qui étaient le nez dans le guidon, eh bien, ne sont pas en train de se tromper. Et effectivement, eh bien, actuellement, c'est le cas. Il y a ce qu'on appelle une public review des recommandations. Et là, eh bien, les pairs disent « Ouais, ce que vous dites, c'est bien, mais c'est un peu complexe, etc. » Et donc, on essaye d'affiner le produit final qui est le consensus de la science. Et enfin, au niveau régional, c'est le cas de l'Europe, l'European Resuscitation Council eh bien, fera apparaître les recommandations en la matière pour l'Europe. Donc ce projet, eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, les conseils, eux, ont des choses à faire. C'est en fait, une fois que le consensus de la science est effectué, eh bien, il faut les adapter à nos réalités. Par exemple, un seul exemple, le système Paramedix américain n'est pas directement duplicable en France, puisque nous sommes dans un système médicalisé. Donc on est forcé, au niveau de la France, d'adapter à nos réalités de la médicale urgente eh bien, les recommandations internationales. Deuxièmement, vous l'imaginez, au niveau mondial, les ressources ne sont pas identiques en Afrique, en Océanie, en Asie et en Europe. Eh bien, il faut effectivement s'adapter à ces ressources, avoir dans la tête l'aspect éducationnel. On n'éduque pas de la même manière des publics tout autour de la Terre. Et puis, bien sûr, parce que time et money sont les deux choses qui, effectivement, nous coûtent le plus cher, eh bien, il faut prendre en compte ce coût. Voilà ce que c'est un consensus de la science. Et ça a commencé, je vous le disais, en 2012 pour arriver au résultat que nous allons avoir en 2015. Et que, eh bien, si effectivement, vous voyez que ce consensus, il se fait par des réunions, il est également régulièrement, tous les mois. En fait, on est au bout de nos ordinateurs et on discute sur ces sujets chaque mois de façon à ce que eh bien, ça avance petit à petit. Vous voyez que c'est donc très complexe. C'est pas comme ça l'envie brutale d'un petit groupe de travail et d'un changement qui se fait au niveau international. Alors, comment s'effectue la revue de la littérature? Je vais aller très vite parce que c'est quelque chose d'un petit peu complexe, mais c'était aussi pour vous donner l'idée de ce que c'est. En fait, c'est que chaque question va être disséquée en 4 parties. D'abord, eh bien, à qui on veut enseigner, ensuite, sur qui on veut agir, ensuite, ce que l'on va faire, c'est-à-dire la technique que l'on va évaluer, la comparaison, c'est-à-dire il ne faut pas seulement se dire « Ah bah tiens, on ne va plus faire de bouche à bouche », mais il faut voir si on fait plus de bouche à bouche, est-ce qu'on est plus efficace qu'avant, alors qu'on faisait du bouche à bouche. Et puis, les critères de jugement, ce que les Anglais appellent les outcomes, c'est-à-dire de se dire « Est-ce que réellement ça a de l'effet ?» C'est-à-dire que réellement, est-ce que les gens survivent? Est-ce qu'ils ont moins d'atteintes neurologiques à la fin de cette intervention? Et puis, est-ce que tout simplement, eh bien, tout cela est conforme, je dirais, avec l'éthique? Donc voilà comment ça se fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, cette évaluation, elle est longue. Elle est définie par un organisme qui est différent, qui effectivement s'intéresse à comment scientifiquement on peut revoir une recommandation. Et c'est quelque chose d'extrêmement complexe, comme vous le voyez. Et au final, eh bien, on arrive à, papier par papier, unité de littérature par unité de littérature, à essayer eh bien, de voir comment on va arriver à la conclusion. Donc, ce n'est pas simple. Comme vous le voyez, donc, il faut excuser, c'est clair, cette complexité, ces changements qui arrivent régulièrement et qui, peut-être pour vous, représentent un changement pénible, mais pourtant qui est conforme et surtout qui est objectif. Et puis on arrive à des recommandations, soit de haut degré, parce qu'il y a tellement de preuves scientifiques qu'il n'y a pas le choix, il faut faire ça. Puis après, il y a des recommandations modérées, c'est-à-dire que, oui, on est plutôt dans la bonne voie, mais on n'a pas toutes les reconnaissances scientifiques qui peuvent nous faire dire c'est un standard. Ensuite, il y a des recommandations basses, mais qui seront adaptées peut-être aux niveaux régionaux. Et puis enfin, il y a des niveaux très bas, mais qui néanmoins peuvent faire avancer les choses, et c'est un élément important. Et tout ça, eh bien, ça se fait grâce à des bases de données internationales, qui sont eh bien, des bases de données où là on retrouve toutes les données internationales en la matière, de façon eh bien, à faire quelque chose de tout à fait scientifique. Ça vous donne ça à peu près. C'est que si je me pose la question bouche à bouche ou pas bouche à bouche, au départ je tape sur mon ordinateur, j'ai 800 articles. En lisant les titres, je me dis tiens, il y en a que 300 qui sont efficaces. Et puis en fait, une fois que j'ai lu les petits résumés, il n'y en a plus que 50. Et au final, il n'y en a que 20 qui permettront de vous dire peut-être en 2015 ce que l'on fera en la matière. Donc vous voyez, c'est un screening que l'on fait
au niveau des recommandations. Alors pour 2015, maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, là, vous n'avez pas de chance. Vous êtes venus pour ça. Il y a un embargo. Il y a un embargo parce que on ne peut pas. On ne peut pas. En début de semaine, on était encore aux États-Unis pour terminer ce travail. On ne peut pas vous les donner. Alors c'est embêtant, c'est vrai, je vous l'accorde. Vous êtes venus pour ça. Alors on va en parler. On va en parler sur des diapos blanches. Je suis désolé, mais en tout cas, on va quand même en parler. Alors, est-ce qu'il y aura des choses qui vont changer en matière d'arrêt cardiaque? Oui. En fait, il y aura peu de changements, on va confirmer des choses. D'abord, en matière de rythme, de profondeur, eh bien, effectivement, on ne va pas changer grand-chose, heureusement. Au début de la réflexion, il y en a qui nous ont dit « Oh, 4, 5, 5, 5, ça serait peut-être mieux ». On a dit « Oui, mais enfin, 5, 6, c'est pas mal non plus. Hein, » parce que déjà, il y a un certain nombre de fabricants qui ont été obligés de changer des choses. Si en plus, on affine au demi-centimètre près, c'est vrai que pour monsieur tout le monde, ça va être facile. Donc là, on devrait ne pas changer grand-chose. En tout cas, il y a des éléments qui seront peut-être moins importants que d'autres. Par exemple, le relâchement. Ce n'est pas sûr que le relâchement total du thorax soit si important que ça. Pourtant, vous embêtez vos stagiaires, qui viennent vous voir pour dire qu'il faut bien relâcher totalement le thorax. On est en train de se demander si ça influe tellement sur la survie. Deuxièmement, en tout cas, c'est qu'il faut masser tout le monde. Grosso modo, c'est que la moindre... s'il vous plaît, ne parlez... Si à un moment, vous ne parlez plus et que vous respirez de manière bizarre, c'est qu'on donne l'autorisation aux gens de vous sauter dessus et de vous faire un massage cardiaque. Donc, méfiez-vous, parce que ça va être ça le message. Le message, c'est de dire au moindre doute. Au moindre doute, appuyez sur le thorax, parce qu'il n'y a pas de danger. Contrairement à ce que vous enseignez, il y avait des anciens, peut-être pas aussi anciens que nous, les intervenants, mais qui avaient enseigné, mon Dieu, le massage cardiaque, c'est dangereux. Il faut savoir que même masser un cœur qui bat n'est pas dangereux et qu'il vaut mieux que le grand public, au moindre doute, commence un massage cardiaque, appelle le 15 et ensuite fasse un certain nombre d'adaptations en fonction de sa réalité. Le maintien de la ventilation, est-ce qu'on va continuer à faire du bouche à bouche, ce qui était très sale par le passé? Oui, rassurez-vous. En fait, on va garder cette unité de valeur qui est la ventilation. Mais néanmoins, il est clair pour le grand public, dans les actions de masse, parce que l'on veut que demain, 60 millions de Français soient formés, eh bien, il faudra leur enseigner la compression unique. C'est vrai que l'intérêt de la défibrillation et de l'accès public à la défibrillation sera confirmé, et que par contre, il y a un certain nombre de domaines, et en particulier l'auto-formation, qui seront amplifiés en matière de preuves scientifiques. Il est clair qu'aussi que même si ça fait mal à certains, c'est bien le massage cardiaque qui est important et non pas la défibrillation, c'est-à-dire que même si l'appareil défibrillateur est un élément extrêmement important parce que, eh bien, il va permettre de faire redémarrer un cœur. En tout cas, on ne perd pas de temps à aller chercher ce défibrillateur. La première chose, c'est que je commence du massage cardiaque et je ne m'arrêterai que lorsque les docteurs arriveront et je ne perds pas une seconde sur ce massage. C'est vraiment ce que les Anglais appellent le no-flow. Si vous voulez, c'est pas de circulation. Il faut éviter à tout prix, parce que c'est notre cerveau qui en dépend, eh bien, il faut faire du massage cardiaque sans arrêt. Et ensuite, la ventilation, c'est en plus. C'est un plus si on sait le faire. Et la défibrillation, c'est aussi un plus. Elle doit arriver le plus vite possible, mais ça ne doit pas empêcher, en tout cas, ce massage cardiaque continu. L'obstruction des voies aériennes. Finalement, une petite orientation. Allez, c'est qu'on n'est pas sûr c'est plus important de taper dans le dos ou d'appuyer au niveau du creux de l'estomac. Les deux, mon général. C'est-à-dire que du moment qu'on fait ces deux techniques alternées, c'est important. Est-ce qu'il faut commencer par l'une ou par l'autre? Ça n'a probablement pas de substrat scientifique. En tout cas, continuer le massage cardiaque si effectivement la personne tombe inconsciente après une obstruction. Dans les hémorragies, en fait, là, il y aura peut-être des petits ajustements. Le froid est un élément important que l'on utilise pour d'autres choses, mais qui pourtant est un élément qui permet d'arrêter le saignement. Peut-être que dans les recommandations 2015, vous verrez surgir une utilisation du froid dans l'arrêt des hémorragies de faible abondance probablement, mais en tout cas hémorragies certaines, qui peuvent être aidées par l'application effectivement de ce qu'on dit vasoconstricteur, ce froid qui nous permet d'avoir les mains froides, d'avoir les bouts de doigts froids parce que la circulation ne se fait pas. Eh bien peut-être que ce froid il va nous aider à arrêter les hémorragies. Enfin le garrot, il sera toujours non recommandé,
mais en tout cas, il sera toujours là parce que, quelque part, eh bien, lorsque je ne peux pas faire autre chose, eh bien, il sauve des gens. Donc, en fait, on le garde comme quelque chose qui ne se fait que exceptionnellement, mais en tout cas que l'on n'enlève pas stricto sensu de nos esprits, même s'il n'est pas enseigné de manière massive au grand public. Pour ceux qui ont perdu connaissance, eh bien, rassurez-vous, on mettra toujours les gens sur le côté. Sauf qu'il y a 40 positions latérales de sécurité dans le monde, il n'y en a pas une qui a montré son efficacité plus qu'une autre. Donc l'important, le message, c'est mettre sur le côté, point barre, n'importe comment, on s'en fiche. Par contre, c'est vrai que parfois on se dit, mais s'il y a un traumatisme de la colonne, en fait, eh bien, on a confirmé en la matière que si traumatisme suspecté, il passe après la notion d'urgence vitale de la conscience et on confirme sur un plan scientifique qu'il est plus important de mettre un inconscient traumatisé sur le côté que de ne rien faire. Ça, c'est un élément important. Les brûlures, le refroidissement actif, il sera toujours là. Il sera toujours là et laisser couler les robinets. Et puis, en tout cas, il n'y a pas de preuve en la matière pour tout ce qui existe en matière de pansement. C'est-à-dire que pansement sec, pansement humide en matière de brûlure, eh bien, il n'y a pas de preuve. Aujourd'hui, on pense que finalement, protéger une brûlure suffit éventuellement. Et puis ensuite, eh bien, c'est le problème des docteurs. En matière de plaies simples, eh bien, on continuera, et ça c'est quand même nouveau à dire que c'est l'eau qui est le plus efficace. Ce n'est ni le savon, ni les antiseptiques. C'est arroser une plaie, eh bien ça permet d'enlever 80 à 90% des agents microbiens. Donc en fait, quelle simplicité à l'enseignement du grand public, c'est de dire déjà nettoyer la plaie à l'eau courante, parce que c'est facile à se rappeler et ça diminue considérablement effectivement les risques d'infection. La preuve des antiseptiques, il n'y en a pas. Tous les fabricants eh bien, peuvent travailler dessus, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de différence d'efficacité en la matière pour les premiers secours. Enfin, pour les plaies graves, en particulier la plaie du thorax, on a montré et on a des preuves qu'effectivement en la matière, il ne faut pas faire de pansement occlusif, car eh bien, l'importance de faire sortir l'air vis-à-vis de cette plaie grave du thorax est extrêmement importante, parce que effectivement, sinon, on va se retrouver avec des complications internes que l'on ne veut pas. Et donc, c'est vrai que là, les pansements non occlusifs seront recommandés. Pour les traumatismes des extrémités, eh bien, peu de gestes sont indiqués. C'est don't move, c'est ne bougez pas. Ne bougez pas. Et en tout cas, une réaffirmation, j'en reparlerai cet après-midi pour les équipes, mais pas de réduction des fractures. Là, il y a un vrai danger. Donc ça, c'est un autre problème qui s'adresse plus évidemment aux équipes, mais en tout cas, c'est un élément très fondamental. Et puis enfin, encore, et c'est probablement la star du moment, c'est le froid. Le froid est très utile en la matière, il diminue la douleur, il diminue l'édème, eh bien c'est quelque chose de très important à utiliser dans le domaine des traumatismes. Enfin, pour les immobilisations du rachis, aujourd'hui il n'y a pas de preuve, voire probablement un danger quant à demander au grand public d'immobiliser une tête lors d'un traumatisme du rachis cervical. C'est-à-dire que pratiquement, si vous voulez, c'est que le fait de demander du public de maintenir une tête, ils vont bouger. Et probablement que la recommandation sera ne faites rien. Demandez simplement à la victime de ne pas bouger. Et même pour les équipes, mais nous en reparlerons cet après-midi, les colliers cervicaux aujourd'hui seront probablement bien moins posés qu'ils ne le sont actuellement, parce qu'ils amènent des telles complications, voire des morts, eh bien qu'on va être forcé d'ajuster leur utilisation. Il n'y a pas de preuve d'utilisation, également d'efficacité des échelles utilisées. Alors, pour le grand public, on ne l'enseigne pas en France, mais là aussi, au niveau des équipiers, pardon, nous en parlerons. Ce sont les échelles de type Glasgow ou autres. Ces échelles sont trop complexes et n'ont pas d'efficacité en matière de survie des victimes, donc elles ne seront plus enseignées. Pour terminer, chez l'enfant, eh bien, c'est vrai qu'il n'y aura pas de recommandation d'ordre. On parlait de ABC tout à l'heure, qui avait été effectivement initié par le professeur Safar, l'inventeur du massage cardiaque avec Kouvenovon, qui sont les deux grands qui nous ont permis de comprendre l'intérêt du massage cardiaque. Et bien là, l'ordre entre circulation
libération des voies aériennes et ventilation, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans le domaine chez l'enfant, mais chez l'adulte aussi, de recommandations strictes dans quel ordre il faut faire tout ça. Mais en tout cas, on pense que c'est la circulation qui prime, comme tout à l'heure pour le massage cardiaque chez l'adulte. Il faut penser à appuyer d'abord sur le thorax. Il faudra faire ça aussi vite que possible et même chez un petit, mieux vaut faire du massage cardiaque sol que rien du tout, même si vous le savez sans doute, eh bien, ce sont des causes ventilatoires qui font arrêter le cœur d'un tout petit, ce ne sont pas des causes cardiaques. Lorsque j'ai plus de 50 ans, c'est parce que je bouche une coronaire, c'est parce que j'ai une maladie, et là mon cœur s'arrête probablement d'une cause circulatoire. Là, l'enfant, lui, c'est parce qu'il obstrue ses voies respiratoires, c'est parce que, eh bien, il a été couché du mauvais côté quand il est nourrisson. En tout cas, ces causes de l'arrêt cardiaque, un cœur d'enfant, ça ne devrait pas s'arrêter. Et quand ça s'arrête, eh bien, il faut que j'appuie dessus. Et puis, si je sais faire la ventilation, je le fais quand je suis du grand public. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les techniques de massage cardiaque, elles ont été étudiées. Il semble que l'encerclement de la poitrine avec l'appui avec les 2 pouces semble supérieur en termes d'efficacité, contrairement au massage cardiaque latéral qui se fait également dans certains pays. Et pour conclure, eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous ai passé un certain nombre de choses, je ne vous ai rien écrit, parce que je n'ai pas le droit, d'abord parce qu'on signe des clauses de confidentialité, mais en tout cas vous avez déjà plein de choses qui vous pourront vous préparer. Vous préparer à ce rendez-vous, eh bien, du 15 octobre, puisque c'est le 15 octobre que vont paraître ces recommandations. Elles vont paraître en langue anglaise, tant pis pour vous. Mais en tout cas, eh bien, il va y avoir 3 rendez-vous. Alors, pour les plus chanceux d'entre vous et qui veulent voyager, il y a l'Europe. C'est pas si loin que ça, c'est Prague. Ça sera les présentations officielles au niveau européen de ces recommandations. Et pour ceux, alors là, qui veulent aller se faire bronzer, eh bien, ils peuvent aller à San Diego, où là, eh bien, le côté américain présenteront ces recommandations. Seulement, il paraît qu'il fait beau à Marseille et qu'en plus, on y parlera français et qu'en plus, pour vous le dire, il y aura une journée spéciale qui sera destinée aux secouristes et aux paramédicaux dans ce congrès français de réanimation cardio-pulmonaire et qui se fait chaque année. Eh bien, lors de cette réunion, les 2 et 3 décembre prochains, il y aura dans la première journée la présentation pour tout le monde des résultats et des recommandations. Mais en tout cas, il y aura le 2e jour, en parallèle, une réunion des secouristes, des infirmiers qui voudront venir, de façon à ce que l'on parle plus réellement de notre réalité à tous. Et surtout, merci d'être avec nous, parce que sans vous, on ne pourrait pas enseigner à ces actuellement 1 million 200 000 Français enseignés sous forme courte ou sous forme moins courte qu'est le PSC1, cette affreuse appellation que nous avons en France, et que c'est grâce à vous que, effectivement, nous devrions pouvoir atteindre notre objectif, 100% des Français formés, peut-être dans 10 ans, mais en tout cas, il faut au moins qu'une fois, ils aient appuyé sur un thorax. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pascal Cassan. Il nous reste à peu près 5 petites minutes pour vos questions, vos commentaires. Est-ce que vous avez des interrogations à nous formuler? Oui, on en a une ici. Est-ce qu'on pourrait avoir un micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un micro sans fil? Il arrive, super. Juste là. On vous écoute. Bonjour. Alors moi, je suis formateur au premier secours et on vient d'avoir les nouvelles réformes tout juste. Et ça veut dire que là, déjà, à partir de 2015, on va devoir commencer à retravailler sur des nouvelles réformes, alors qu'on vient juste d'adapter réellement les formations à la réforme qui est sortie officiellement dernièrement. Je sais. Votre question est pertinente et hélas, nous en souffrons. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que la France sorte d'un carcan dans lequel elle est et que, eh bien, il faudra petit à petit réfléchir de comment faire usage des importantes modifications. Dans ce que je vous ai présenté, il n'y a pas tant de modifications que ça. Il n'y a pas tant de modifications que ça. C'est une évolution. C'est une évolution de votre connaissance et de la façon que vous aurez à le faire. On parle bien du grand public ce matin. Eh bien, de l'enseigner peut-être d'une manière un tout petit peu différente, un chouïa. Mais est-ce qu'il faudra changer les bouquins? Est-ce qu'il faudra changer les référentiels? Parce que la France, on adore les papiers. On adore tout ça. On adore les décrets. On adore les arrêtés. Est-ce qu'on en a réellement besoin?
pour enseigner, pour ce challenge de l'éducation du grand public? Je ne pense pas. Et je pense qu'il y a des gens, il y a plein de gens en tout cas, multi-associatifs, avec qui on travaille très bien, tous ensemble, qui ont la possibilité de faire évoluer le système. Il faut que ce système devienne plus souple, qu'on vous permette de vous transmettre, comme on le fait grâce aux organisateurs de ce congrès, eh bien, des informations en direct, et ce qui nous permettra dans le futur, eh bien, non plus de voir tomber tous les 5 ans des modifications, mais que si un jour quelque chose est tellement important à changer, il faudrait l'en changer immédiatement, eh bien on pourrait, dans un système idéal, où eh bien, la Croix-Blanche, la Croix-Rouge, la protection civile, eh bien, n'est plus ces papiers à changer, n'est plus ces bouquins, mais peut-être des outils en ligne qui vont être immédiatement changeables. Et du coup, on enverrait aux milliers de formateurs la possibilité de changer un élément si important dans la survie que nous le ferions instantanément. C'est évidemment, je rêve, mais vous avez raison. On ne peut pas admettre que dans un système français, en 2014, on voit arriver la réforme de 2010, alors que déjà depuis 2 ans, nous y réfléchissons sur 2015. C'est absolument insupportable sur un plan scientifique, et c'est absolument insupportable pour vous, parce que c'est vous qui enseignez. Juste une petite précision. Il faut savoir qu'actuellement, nous étions prêts à l'Observatoire en 2011, 2012, hein, je crois, Pascal. Il faut savoir que une fois que les textes sont publiés, ça doit passer par le ministère de la Santé et revenir à l'Observatoire, que le personnel dédié à l'écriture de ces textes actuellement, il est à peu près tout seul. Donc, ce qui fait qu'il y a une lourdeur administrative terrible, que ces textes doivent être publiés au journal officiel, etc., etc. Vous le savez très bien. Et donc ça, effectivement, je suis entièrement d'accord. C'est pas acceptable, surtout si on a un geste un jour qui prouve que immédiatement, il faut qu'il soit mis en application. Là, on est incapable de le faire dans l'immédiat. Allez, on a encore une petite minute pour une question rapide et une réponse rapide, s'il y en a. Non, personne. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. On peut encore les applaudir. Et surtout, ne partez pas, puisqu'après avoir parlé des évolutions techniques, nous allons évoquer maintenant les initiatives et les progrès en matière de formation au grand public avec 4 nouveaux invités que je vais accueillir dans quelques minutes. On reprend dans, 3 minutes.